RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de RCN. Vous êtes bien dans votre émission Le son des bulles, l'émission qui parle de la bande dessinée sous toutes ses formes, en passant par le franco-belge, les comics ou même en manga. Alors aujourd'hui, pas de manga puisque c'est moi, Joris, qui ai l'honneur d'animer cette émission. Et donc, oui, je suis en deuil. Aujourd'hui, on parlera pas de manga. Mais ça va plutôt avec le thème puisqu'on va parler du deuil. Alors évidemment, avec tous nos chroniqueurs favoris autour de cette table, mais aussi avec deux invités. Donc Régis Hector et Marc-Antoine de Roubaix qui ont accepté notre invitation pour venir parler de leur BD intitulée Vivre, comment faire face au deuil. Une très bonne question pour une très belle œuvre. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors on parlera de votre BD dans quelques instants, mais avant on va faire un petit tour de table quand même, parce que oui, je suis pas tout seul. On a bien sûr Charles qui est un peu le déni, refusant d'enterrer les BD de l'ancien temps pour notre plus grand bonheur évidemment. Comment ça va Charles ? Ça va mal, vraiment. C'est vraiment ça tombe bien pour le deuil, j'espère ne pas vous ennuyer avec ce problème d'ici la fin de l'émission. Est-ce que tu tiendras jusqu'à la fin de l'émission ? On verra. C'est la question. On a aussi David, avec bien sûr la colère de ces héros de comics qui ont soif de vengeance ou même parfois d'une sensation d'injustice. Tu vas bien David ? Oui, je vais bien. Tu vas nous parler de quel comics d'ailleurs aujourd'hui ? De la mort de Captain Marvel. Ah oui. C'est le deuil, là, on peut pas faire. Non, me dis pas ça brutalement comme ça. On a aussi Francine qui est l'acceptation. Elle accepte de ne pas rester sur une seule BD. Elle court après toutes les actualités, un mode de vie assez différent de nous. Ça va Francine ? Ça va. Tu nous as préparé des petites actualités pour aujourd'hui ? Ah oui, plein d'actualités. Il a fallu faire le tri. On a aussi Françoise. Françoise, c'est le côté choc, mais aussi le côté chic, toujours le bon mot, et la bonne BD. Et le côté charme. Oui, aussi. J'ai bien fait de venir. Merci. Qu'est-ce que tu nous vas présenter aujourd'hui, Françoise ? Moi, dans le deuil, je vais vous présenter Dracula. Ah, parfait. Et on a Olivier, pour finir, qui s'est résigné à ne pas prendre de bande dessinée aujourd'hui, mais qui va nous aider à comprendre comment se reconstruire en ouvrant le bal des questions et en commençant cette magnifique interview avec nos deux invités. Ça va, Olivier ? Ça va bien et franchement, merci pour cette présentation. Mais avec grand plaisir. Ça va bien malgré ce thème un peu oui, mais il faut en parler. Il faut en parler. En plus, c'est la période... On a, je dis pas tous, mais on a été fleurir les aïeux, ceux qui ne sont plus là et qui nous sont chers. Donc c'est toujours une période qui est quand même respectueuse et à laquelle il faut penser. Alors oui, voilà, donc... oui, on va commencer à parler de la BD Vivre, comment faire face au deuil. Et oui, avec nos deux invités, alors Hector et Marc-Antoine, et je suis très heureux, on est tous très heureux de vous recevoir en chair et en os. Plus en chair, j'espère. Oui. Et merci beaucoup de vous être rendu disponible pour cette émission. Alors, Hector, les auditrices et les auditeurs vous connaissent déjà un peu, parce que en janvier dernier, on avait échangé sur votre carrière pendant l'émission. Et je rappelle donc que vous êtes illustrateur, auteur de bande dessinée et dessinateur de presse. Ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Ouais. C'est toujours pareil, il n'y a rien de plus, rien de moins. Non, c'est déjà pas mal. Ça occupe beaucoup, Ça occupe beaucoup. Ça occupe beaucoup de temps, effectivement. Je suis toujours présent avec la planche à dessin. Ouais. Très bien. Marc-Antoine, on vous connaît un peu moins, même si on a été chercher des informations par-ci, par-là. Alors, le mieux, c'est quand même que je vous laisse vous présenter. Ce sera beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace que ce que je pourrais faire. Alors, je suis Marc-Antoine de Roubaix, scénariste de bande dessinée et journaliste indépendant. J'ai ma propre société de production et je réalise des reportages et des documentaires pour des chaînes de télévision. D'accord. Vous êtes journaliste dans quelle agence J'ai ma propre société de votre production. Propre société. Ouais. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qui vous a conduit à la bande dessinée ? Passionné de bande dessinée. Passionné. Alors passionné peut-être à grand mot, mais en tout cas j'ai adoré la bande dessinée étant petit, puisque j'étais passionné, là c'est le cas de l'Égypte, et je lisais Papyrus. Ah oui, très bien. Papyrus, oui. Voilà, et c'est comme ça que ça m'a emmené à découvrir d'autres bandes dessinées, parce que j'adorais aussi l'aviation, donc on m'avait offert Bug Danny, voilà. Et j'adorais la bande dessinée. Voilà. L'Égypte qui vous a amené à la bande dessinée. Et vous dessinez vous-même, non ? Alors,
Il vaut mieux pas. C'est triste, mais vaut mieux pas. C'est triste. Donc il y a des marges de progrès peut-être, non? C'est ça? Pas du tout, non, il n'y a aucun espoir. Alors avec Régis, vous avez déjà produit, réalisé 3 albums. 2 Pitchouns dans l'enfer de Verdun en 2021 chez Orep Éditions. L'Exploit en 2022, la victoire du FC Metz face à Barcelone. Il faut le noter, hein. Belle victoire. Bah oui, parce que l'Exploit cette année, on l'attend un peu, peut-être, je sais pas. Ça y est, ils ont gagné 2 matchs d'affilée. Ah oui, voilà. On va pas créer de tension entre Nancy et Metz aujourd'hui. Non. On va rester soft. Et puis le troisième, l'album Vivre, comment faire face au deuil, qui est sorti tout récemment, le 22 octobre, si je ne me trompe pas, chez Duno, et dont on va parler tout de suite. Mais avant, moi, j'aurais bien aimé savoir comment vous vous êtes rencontrés, tous les deux, et comment vous êtes arrivés à travailler sur la bande dessinée. Je vais laisser la parole à Marc-Antoine, il va raconter comment il m'a pourchassé. Oui. Alors que moi, j'étais dans une phase de ma carrière où j'ai dit que j'allais me concentrer plus qu'au dessin de presse et je voulais arrêter la BD pour différentes raisons. Je pense que j'étais un petit peu fatigué de ma collection Oscar Morissette et tout ça. Donc j'étais dans une période de doute par rapport à la BD et à l'époque, je travaillais encore au Républicain Lorrain et est apparu dans les couloirs Marc-Antoine. Je ne sais pas comment il est fait pour rentrer au Répu, mais il y est rentré et puis il a commencé à me courir après. Voilà. Le privilège de l'âge, il vous a rattrapé. J'ai vu que tu étais le seul avec des feutres et je me suis dit, tiens, lui, il doit savoir dessiner. Et vous l'avez pourchassé parce que vous aviez déjà une intention ? Oui. Alors, j'avais écrit un scénario donc autobiographique autour de la révolution égyptienne, puisque j'étais présent au Caire pendant la révolution égyptienne pour mon travail, dans le cadre de mon travail. Et j'ai demandé à mon père, qui est aussi journaliste, et qui était avec moi en Égypte, donc qui avait lu mon scénario, et je lui ai demandé, est-ce que toi tu connaîtrais pas un dessinateur qui pourrait peut-être illustrer notre histoire, mon histoire. Et avant, déjà, je connaissais les œuvres de Régis. Je veux dire, à Metz, il est quand même dans la région, Oscar et Morissette, plus Nounours. On peut dire que tout le monde connaît le trait d'Hector de notre grande région. Et donc, papa m'a mis en contact avec Régis. Et je suis venu avec mon scénario, un peu tremblant et timide, parce que c'est la première fois que j'écris un scénario de bande dessinée. Alors, c'est vrai que ça peut s'apparenter à un scénario de documentaire. On rédige, en tout cas, c'est de la même manière. Mais bon, malgré tout, c'est pas du tout la même chose, que l'image, il y a plusieurs informations dans l'image, alors que dans la bande dessinée, il faut quand même un découpage autre. Donc, j'ai rencontré Régis, je lui ai proposé mon scénario. Et pourquoi aussi Régis ? Surtout, c'est parce que, étant donné qu'il travaille dans une rédaction, qu'il est dessinateur de presse, évidemment, c'est un univers, je me suis dit qu'il va connaître et qu'il pourra lui aussi apporter sa touche. Et il y a certainement des thèmes qui vont lui parler, ou en tout cas qui feront écho. D'accord. Et donc, je lui ai présenté ce scénario-là, et puis... Il a dit oui tout de suite. Non, je l'ai forcé. Je l'ai forcé, je lui ai dit, t'as intérêt à dire oui. Non, je plaisante. Mais oui, apparemment, j'espère, ça t'avait intéressé. Alors, nous, l'enregistrement de l'autre fois, il vous a fui un petit peu. Vous aviez dit. Oui, j'avais un petit peu fui au départ. J'ai dit, non. Et puis, parce que je pense que j'étais un petit peu paumé graphiquement dans la BD. Je voulais vraiment lever le pied. Et puis, il a eu l'intelligence de la persévérance. Et puis voilà, puis on s'est lancé. Et puis, j'ai dit ok, banco, puis on a fait des planches d'essai, on avait une touche avec un éditeur, et puis malheureusement ça n'a pas été jusqu'au bout de l'aventure, mais ça nous a permis déjà d'apprendre à travailler ensemble, ce qui est déjà important, et puis de s'apprécier, parce que malgré cet échec, parce qu'on n'a pas été au bout de cette aventure de l'album, alors que c'était un super bouquin, on a récidivé on a fait après les Pitchouns. Oui. Puis voilà. Puis après, on a fait le SMS et puis maintenant. Et celui-ci. Alors, on va parler justement, parce que c'est l'occasion de cet album, Vivre, comment faire face au deuil. Donc, c'est un album que vous avez écrit, je
pas comment on dit, à 6 mains, 4 mains, enfin plusieurs mains quoi en fait, vous deux, et Cyril Tarquinio qui est psychologue et psychothérapeute. Alors pour résumer, cet album-là, c'est l'histoire d'une famille composée de Julie et de Mathieu, les parents, et de Ambre et Léo, les enfants. Et dans cette famille, elle va être malheureusement confrontée au décès du père suite à un cancer. Cette famille, elle va devoir se reconstruire et apprendre à vivre avec cette absence qui est insoutenable, surtout au début. Et donc tout ça, ça va passer par des moments, des états émotionnels et psychologiques qui sont très bien expliqués plutôt dans l'album. C'est bien résumé comme... C'est parfait. C'est parfait, ça vous va? J'aurais pas fait mieux. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Oui, c'est un peu, peu ça l'idée. Alors, comment il est né ce projet? De qui c'est venu? C'est encore lui. Ah, c'est encore vous, Marc-Antoine. La tête et les jambes. Oui. J'ai rencontré Cyril Tarquinio, donc le professeur Tarquinio, dans un autre cadre qui était une série d'interviews. Oui. Et dans l'échange, pendant un échange... en dehors des interviews, on parlait de deuil, de psychothérapie, de MDR, parce que c'est aussi très important dans la bande dessinée, cette psychothérapie. Et là est née l'idée de collaborer sur un roman graphique qui aborde ce thème-là, et qui est aussi, à mon sens, un outil quelque part. Je pense que les personnes qui ont pu la découvrir... ont dû certainement revivre peut-être des émotions ou alors avoir des réponses à certaines questions. Oui. Et j'ai voulu défendre ce projet-là. Alors, il est vrai qu'avec Régis, on est très attaché à ce qu'il y ait de l'humain. Souvent, même dans les autres bandes dessinées que nous avons, sur lesquelles nous avons collaboré, on voulait une histoire humaine et une fiction. Donc, j'ai proposé une fiction. Professeur Tarquinio était très emballé par l'idée. Oui, et évidemment, besoin du professeur Tarquinio, parce que je ne suis pas psy et je ne peux pas prendre la place d'un psychologue, évidemment. Il est un psychiatre, il est psychiatre, lui, c'est ça? Il est psychologue, il est docteur en psychologie. Ah, d'accord. Et puis j'ai proposé le projet à Régis. Alors évidemment, on allait sur un trait qui était différent de ses habitudes. Ouais. Est-ce que je peux révéler Non, mais je peux révéler quelque chose ou pas? Non, vas-y. Nous, on est fans de scoop. Il avait refusé de mémoire au départ. Hector, vous aviez refusé. Vous remarquez, chaque fois qu'il me propose quelque chose au départ, je refuse. Et il s'accroche. Non, en fait, c'est pour savoir s'il tient vraiment à moi. Ah, c'est ça. Maintenant, je sais qu'il est vraiment amoureux, donc la prochaine fois, je vais faire un autre scoop. Ah. Pour le prochain, quand on est en train de bosser dessus, j'ai dit oui tout de suite. Ah voilà. Formidable. Voilà. Alors on en parlera peut-être après, mais sur celui-là, donc vous aviez dit non, et finalement, qu'est-ce qui vous a fait basculer? Il m'a envoyé il m'a convaincu, et puis après il m'a envoyé le script. Oui. Mais j'ai jamais eu le bourdon comme ça en lisant un script, j'ai dit c'est pas possible. Non, déjà, parce que s'il m'a mis le bourdon, c'est qu'il écrit bien, quoi. Et donc, travailler avec quelqu'un qui écrit bien, c'est quand même un luxe. Quelqu'un qui est qui est reporter d'image comme lui, donc qui sait ce que c'est un chant, un contre-chant. Je veux dire, moi, je travaille sur du velours quand j'ai son scénario, quoi. Donc, quand je lisais, j'avais ses images, mes images, tout ce qui se mélangeait. Et il m'a mis vraiment le bourdon quand j'ai lu ce bouquin-là, enfin, cette histoire-là. Je dis, il faut le faire, quoi. Et puis, il m'a fait sous-entendre qu'il aimerait bien que ce ne soit pas un dessin comme... Et ça, j'en étais convaincu en le lisant, que ce ne soit pas mon dessin de presse, et que je me fasse hyper violence et que je retourne au dessin réaliste que je faisais il y a 30 ans, quoi. D'accord. Et c'est vrai que j'ai redécouvert une manière de dessiner et je mets un peu la tremblote dans les premières planches. De toute façon, si vous lisez bien le bouquin, vous voyez un petit peu une petite évolution graphique où on sent que je suis plus à l'aise à partir de la page 2. La dernière. Non, la page 2, ouais. Non, mais c'est vrai que je me suis mis à réapprendre à dessiner grâce à ça. Et d'ailleurs, les prochains bouquins seront comme ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai décidé, je ferai de la BD, ce qu'on peut appeler réaliste ou semi-réaliste, comme celle-ci. Et après, j'ai mon écriture de dessin de presse. Comme ça, j'ai vraiment deux entités bien différentes. Mais j'ai vraiment pris du plaisir à souffrir. Parce que ça, après, c'était vraiment plus de plaisir que de la souffrance. Et pourquoi qui est en bleu?
Au départ, on avait opté pour tout noir et blanc, mais vu le sujet, en discutant avec notre éditrice, Marguerite, elle a émis l'idée pour adoucir un petit peu le propos et la tenue, d'adjoindre une couleur d'accompagnement. Parce que même si la situation est violente, on va dire que ça passe. C'est la vie qui avance. Effectivement, c'est pas c'est dramatique forcément de par le décès, c'est sûr. Mais c'est pas effroyable, c'est pas abominable. Il y a pas de scène extraordinaire. C'est la vie courante de tous les jours qui continue sur un chemin qui n'était pas celui qu'on avait envisagé, qui est plein de souffrances, mais il est humain, quoi. Il n'est pas extraordinaire au sens de réaction hors de l'ordinaire. Voilà, c'est ça que je cherche à dire. C'est très gentil parce que c'était exactement le but. Voilà. Là, c'est bien. Et c'est vrai qu'on peut se projeter tous, parce qu'on vit tous, c'est la vie, c'est comme ça, ces moments-là, et on arrive à se projeter dans cet album, parce qu'il y a des situations qui y font référence. Sur l'écriture, donc le professeur Tarquinio, il est intervenu tout au long, ou c'est juste au départ qu'il a donné son avis, puis vous a laissé carte blanche? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu plusieurs rencontres. Je me sentais, moi, obligé de discuter avec lui, puis de comprendre qu'est-ce que le deuil, et surtout comment on prend en charge une personne qui vit un deuil traumatique. Donc, on se donnait rendez-vous à l'université à Metz, et j'avais une liste de questions, d'autant plus sur la thérapie, comment ça fonctionne, le MDR, etc. Mais il faut dire EMDR, autrement les gens vont croire que c'est mort de rire. Oui, alors EMDR. C'est le Rise Movement Direction. Je vais trop vite. Non, EMDR. Et voilà, le MDR. Exactement. Et puis surtout aussi pour pouvoir illustrer ça. Oui. Parce que c'est pas évident non plus. Je me mettais à la place d'Hector, parce que c'est des mouvements. Et donc, Cyril Tarquinio m'a beaucoup apporté pour comprendre ce qui était indispensable pour rédiger le scénario. D'accord, très bien. Et vous, Hector, quand vous disiez tout à l'heure, mais dessiner des situations difficiles comme ça, il y a de l'émotion qui passe aussi dans le crayon Ouais, c'est pas facile. Mais, en plus, on a tous chacun des expériences personnelles dans nos familles, des gens qui sont dans la souffrance comme ça, donc on met toujours un peu des parallèles à tout ça. Moi, je me suis servi justement de ces parallèles-là pour puiser la force d'être le plus juste possible dans mon dessin, pour vraiment décrire des situations qui ne sont pas forcément amusantes, quoi. Et c'est vrai que quand je dessinais la page où le père ferme les yeux, moi, c'est mes deux pages préférées, quoi. Enfin, parmi... Oui, c'est ça, ces situations-là qui sont intenses, puis on arrive, vous avez arrivé à créer cette intensité, cette émotion. C'est vrai que quand on le lit, on a il se passe quelque chose. Donc le dessin, j'imagine qu'aussi, ou peut-être que c'est très technique, je ne sais pas, et vous passez au-delà, mais d'après ce que vous dites, c'est plus... Il y a eu deux lectures. Il y a eu la lecture, comme je l'ai dit tout à l'heure, du script, après la mise en place du dessin, etc., quand je dessine. Et puis après, c'est vrai, en fait, la relation émotionnelle que j'ai dans l'histoire, c'est quand je fais mes croquis, mes brouillons, etc. Ah oui. Après, quand je passe à l'encre de Chine, on va dire, au propre, où la technique prend le dessus. D'accord. Mais je me suis habitué au dessin parce que je l'ai connu, je l'ai construit, j'ai pleuré, voilà. Donc, une fois après que c'est plus que de la technique, une fois heureusement, parce que l'encre de Chine, avec les larmes, ça... Ouais, ça se dilue. Ce que je trouvais bien, moi, c'est qu'indépendamment de l'histoire, où on la voit se reconstruire, j'aime pas le mot se reconstruire, mais se construire différemment, vivre avec ce coup de tonnerre dans le ciel bleu, comme on dit, effectivement. Il y a des trucs... Des émotions très profondes comme la honte de continuer à vivre alors qu'il y en a qui sont arrêtés. Ou alors une fois elle croise une copine qui lui dit comment ça va. Elle s'énerve en disant comment je vais, elle s'énerve toute seule. Mais forcément l'environnement ne sait pas quoi dire. C'est quelque chose. Et tous ces détails, il y a plein de détails partout. Alors il y a la lecture de l'histoire et après il y a tous des textes, des petites phrases qui arrivent comme ça et qui font percevoir qu'il y a des choses qui sont délicates et qui se jouent ailleurs, quoi. C'était impressionnant de voir la qualité de cet ouvrage, quoi, dans le détail. C'est vrai qu'avec le départ de quelqu'un, malgré les amis, la famille, tous les gens qui peuvent être autour de nous, on est quand même tout seul, quoi. Alors il y a toujours un fil rouge aussi dans vos histoires, c'est que ça se passe dans la région, quoi. C'est important pour vous, ou alors il y a peut-être un jour où vous sortirez
Ben là, c'est parce que le professeur Tarquinio, il est son cabinet, puis il est à l'université à Metz et tout, donc... Pour le coup, on ne pouvait pas faire autrement, c'est ça. Et pour le process, on en parle tout à l'heure, on va un peu voyager. Ah oui, Bienvenue à d'accord. Nancy. On va aller loin. L'album démarre fort, non au niveau des ventes. On vous voit partout sur les réseaux sociaux quand même, assez fréquemment, dans les dédicaces, etc. Ben, nous, on va essayer d'être les meilleurs ambassadeurs de ce livre, c'est sûr. De toute façon, Duno, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et puis nous, on pense qu'on peut compter sur Duno pour que l'inverse. Honnêtement, on a un rapport avec notre éditrice qui est vraiment excellent. Comment elle s'appelle ? Marguerite Cardozo. Voilà. Donc de chez Duno Graphique. Et puis, on a appris aussi à se connaître avec elle. Hein. C'est-à-dire qu'au début, je pense qu'elle a fallu qu'elle s'adapte aussi à notre méthode de fonctionnement qui était peut-être différente de ce qu'elle pouvait faire avec d'autres équipes. Mais la relation de confiance une fois la relation de confiance passée, ça roule bien. Et franchement... j'ai aucun regret d'avoir signé chez eux. Et là, je ne suis pas en train de faire l'album à reluire, c'est hyper sincère. Quoi. Et la maison Duno, ils sont quand même spécialisés dans ce genre. Hein, je vois, j'avais vu Maman Solo, les enfants. Voilà, donc c'est quand même un public spécifique qui peut être attiré dans des difficultés pour les... C'est des bouquins très techniques, très scientifiques. Et là, indépendamment de la BD, derrière, il y a les étapes du deuil selon les rituels. Enfin, il y a toute une partie documentation qui nourrit la bande dessinée en plus. Qui dit que c'est pas de la fiction. C'est vraiment une bande dessinée intelligente. Ah oui. Ah. D'ailleurs, j'ai pas tout compris, c'est une preuve. Alors, il nous reste 2 minutes là pour discuter. Vous parliez des projets. Toujours chez Duno, les projets. Ou il y en a plusieurs projets peut-être, non ? Il y a plusieurs projets. Alors, les projets communs. Les deux sont communs. Ah, les deux sont ah, mais vraiment, les deux sont communs, ça c'est de la phrase. On a une commande de la municipalité de Jarny qui nous a commandé une BD pour enfants. Donc je vais reprendre exceptionnellement mon trait Oscar et Morissette. D'accord. Donc je me mens un peu. Hein. Mais on l'aime bien ce trait aussi. Ouais, puis vraiment j'ai eu plaisir à le faire aussi, mais je vais un peu l'orienter un peu dessin de presse quand même au niveau un petit peu caricatural du dessin, pour raconter l'histoire des mines de fer de Jarny. C'est un livre qu'eux veulent offrir à tous les élèves de CM2 qui vont passer au collège. D'accord. Donc voilà, donc on est en train de bosser là-dessus. Et puis après, on a un nouveau projet chez Duno, mais j'ai Marc-Antoine. Sur les traumatismes. D'accord. Voilà. Toujours la même équipe avec le professeur Tarquinio ? Oui. Toujours avec la même équipe. Alors les traumatismes... Les psychotraumas ? Oui. Donc ça sera... on a fait un choix des différents traumas sur lesquels on va pouvoir travailler et aborder. Assez liés à l'actualité. Oui. Pour que ça parle aussi au plus grand public. Et nous avons commencé déjà à travailler sur ce projet-là. Et je rebondis. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que notre éditrice est vraiment exceptionnelle et on s'entend très très bien avec elle. Et très ravi de pouvoir encore collaborer avec Duno. Eh ben, on vous souhaite que ça, pourvu que ça dure et qu'on voit le reste de la suite de votre travail. Hector, rapidement, là c'était le tome 1 de Ma guerre illustrée d'Ukraine. Le tome 2 est sorti en juin, c'est ça. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses autour de cet album aussi. Il y a eu une exposition où vous êtes allé à Londres, je crois. Vous êtes toujours sur la rédaction de dessin de presse sur sur ce conflit. Toujours. Bon, j'ai une actualité chargée qui fait que j'ai un petit peu freiné. Puis c'est tellement dur aussi de désigner la... Je veux dire, je suis toujours en train de me plaindre, en train de pleurer, mais c'est vrai que c'est... Vous pouvez y aller aujourd'hui. Il faut dire que c'est... Je choisis que des sujets drôles. Oui, j'aurais pratiquement de quoi faire un 3e tome bientôt. Bientôt, ouais. Non, mais moi, je suis toujours en contact avec mes amis à Kiev, non seulement ceux du musée, etc. Et je continue à les alimenter en dessin, parce que c'est pour eux que je fais ça. C'est pour les... Puis pour témoigner tout le temps de... Voilà. On vous avait rencontré, vous aviez dit « J'espère qu'il n'y aura pas de 3e ». Oui. Ouais. C'était au festival Histoire à Jarville. Vous n'êtes pas un homme de parole, finalement. J'ai pas dit que je le ferais.
possibilité d'en faire un troisième bientôt si je peux, mais après il faut trouver les fonds parce que malheureusement c'est un sujet difficile et c'est trouver des éditeurs et tout qui s'intéressent à ça, c'est pas forcément. D'accord. C'est pas ouais. Eh bien, très bien, oui, c'est un appel. Merci beaucoup à vous deux. Vous restez dans l'émission, bien sûr. Hein, oui, merci beaucoup. Vous n'hésitez pas à rebondir, comme on va le faire sur certaines des chroniques qu'on va entendre. Non, pas les chroniqueurs, attention. Oui. Et on va, avant de se tourner vers le deuil, faire un petit tour du côté de l'actu avec toi, Francine. Oui, alors moi je reviens de Quai des Bulles, donc les pieds dans l'eau, pas dans la mer, mais... le samedi, quelle météo. Bon, enfin bref, alors Quai des Bulles, je pourrais vous parler d'un tas de choses, mais j'ai choisi de parler des albums qui sont sortis en avant-première. Alors il y en a un, je vais rejoindre un petit peu mon camarade Charles, il vous parlera plus précisément des Idées Noires tout à l'heure, mais c'est justement Idées Noires les origines qui paraîtra le 13 novembre chez Fluide Glacial et qu'on a pu découvrir parallèlement à l'exposition La mine de plomb de Franquin. Alors cet artbook passionnant, composé de croquis, dessins, documents d'archives, facsimilés, commentaires de Franquin, etc., nous plonge dans les coulisses de la création des Idées Noires. Et puisqu'on parle d'origine, pouvez-vous me dire quelle est la découverte technique qui est à l'origine justement des Idées Noires, Charles? L'invention du point de bic, non? Presque, du rotring. Le rotring. Le rotring, donc, avec ce petit stylo chargé d'encre de Chine à la pointe fine qui permettait une grande précision. Alors, autre album qui est sorti. Oui, à la pointe bic aussi. Oui. Il a même crevé les feuilles sur lesquelles il faisait. Mais c'est surtout, c'est à partir du rotring qu'il a décidé justement de partir dans ses dessins. Mais Idées Noires, quand je les lisais, il y a des moments j'arrêtais tellement c'est noir. Des fois, ça. Voilà. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est de voir les planches originales parce que donc c'était un des commissaires de l'exposition qui me disait que malgré les techniques qu'on a actuellement de reproduction, on est absolument incapable de reproduire ces planches des Idées Noires tellement c'est fin au niveau des points, des traits, etc. Et c'est vrai que voilà. Vive l'homme. Alors autre album, c'est Détroit Roma, qui est paru hier chez Sarbacane, un somptueux album grand format à l'italienne de 352 pages, écrit et dessiné à 4 mains par Hélène Usdin, l'autrice du magnifique René au bois dormant paru chez le même éditeur il y a 4 ans, et son fils Bonnie. Alors, savoir que les albums d'Hélène Usdin, moins on en dit, mieux c'est. C'est vraiment à découvrir. Donc, je vais simplement vous... Facile comme chronique. Je vais simplement vous lire la 4e de couverture. Une chambre de motel oubliée, un film noir qui tourne en boucle, une eau croupie dans une ville qui brûle. Becky et Summer traversent les États-Unis et démêlent leurs souvenirs. Entre Détroit et Roma, la route devient récit. Alors, c'est un magnifique road trip. On pense évidemment à Thelma et Louise. Il y a énormément de références au cinéma. Mais je vous reparlerai plus en détail de cet album, puisque du 8 janvier au 20 mars, le CCAM de Vendœuvre va lui consacrer une exposition intitulée Le Plein de Super, qui va être composée donc de planches originales de Détroit Roma et de photos, car Hélène Usdin ayant plusieurs cordes à son arc, est également plasticienne et photographe. Et cette exposition va être réalisée en partenariat avec La Parenthèse. Et ce qui va me permettre justement de rebondir avec l'actualité nancéenne, toujours au CCAM à ne pas rater, le vendredi 21 novembre, je crois, à 19h30, la lecture dessinée Au travail de Nicolas Mathieu et Pierre-Henri Gaumont, le talentueux auteur des romans graphiques Pereira Prétend chez Sarbacane en 2016, Malater chez Dargaud en 2018 et toujours chez Dargaud, La fuite du cerveau en 2020 et la trilogie Slava en 2024 et 2022 à 2024. Nicolas Mathieu et Pierre-Henri Gaumont étant deux auteurs qui se connaissent bien, puisqu'ils ont réalisé ensemble 2 albums jeunesse, La Grande École et Le Secret des Parents, parus en 2020 et 2021 chez Actes Sud Junior. Alors, actualité très chargée à La Parenthèse ce mois-ci. Le 8 novembre, Riff Raps et Edith dédicaceront de 15h à 19h leurs derniers albums. Riff Raps, Kernok le Pirate, qui est paru aux éditions Oxymore le mois dernier. Pour Edith, c'est La Maison du Canal, le 4e album de la collection Les Romans durs de Simon, avec José Dubocquet au scénario, paru en septembre aux éditions Dargaud. Et si le planning de dédicace est complet pour Riff Raps, il reste encore de la place pour Edith.
Le samedi 15 novembre, toujours de 15h à 19h, ce sera au tour de Thierry Martin, qu'on connaît bien, de venir dédicacer l'album collectif Sur la piste de Blueberry, qui paraîtra le 14, c'est-à-dire la veille de la dédicace chez Dargaud. Et enfin, grand événement, le mercredi 26 novembre, juste à 15h, aura lieu la rencontre avec Dorisson et Delep. Rencontre bien sûr suivie d'une séance de dédicace à l'occasion de la sortie du 4e opus du Château des Animaux qui paraîtra le 12 novembre chez Dargaud. Alors je vous rappelle que pour accéder à tous ces événements, vous devez être inscrit auprès de la parenthèse, par mail ou directement à la librairie. Voilà, un petit point sur l'actualité. Ouf. Eh ben, on va faire une petite pause avec une petite musique. Alors, j'ai choisi une musique qui parle justement du deuil, qui s'appelle Something Heavy, qui est d'un artiste britannique qui s'appelle Jacob Collier. Et en fait, c'est une musique qui parle simplement d'un poids que certaines personnes ont et comment on peut essayer de s'en libérer ou de lâcher prise. Donc, je vous propose qu'on écoute et après on revient. 18h, 19h, le son des bulles sur RCN. Et vous êtes toujours dans votre émission Le Son des Bulles et on parle toujours bien sûr, on va entamer le thème du deuil avec Charles. J'espère que ça va nous remotiver un petit peu après cette petite musique, même si c'était très joli. Oui, c'est sûr, après une musique comme ça, voilà, aujourd'hui donc début novembre, époque de la Toussaint pour les uns, d'Halloween pour les autres, nous avons choisi un sujet vachement rigolo, le deuil. Bien, allons-y. Alors j'ai un peu cherché dans les BD classiques un auteur qui aurait attaqué ce sujet et mon choix s'est arrêté sur un auteur emblématique de la seconde moitié du XXe siècle, un géant de la bande dessinée. Je vais vous parler de Franquin. Car Franquin, auteur d'un nombre considérable de publications humoristiques, est aussi connu pour être un des auteurs qui a évoqué les sujets macabres avec une audace jusqu'alors inimaginable dans une série judicieusement baptisée « Idées noires ». Mais avant de plomber l'ambiance en vous parlant des idées noires, quelques mots sur André Franquin qui nous a quittés en 1997. Il est né en 1924 à Etterbeek, ça vous dit quelque chose ? C'est là qu'est né Hergé, voilà. Et il a aussi suivi ses cours à l'Institut Saint-Boniface, où également a été élève Hergé. Bon, après ce passage à Saint-Boniface, Franquin, contre l'avis de son père, qui voulait qu'il devienne ingénieur agronome, s'inscrit à l'école Saint-Luc, une école catholique d'art. Alors, il explique que c'était un peu difficile parce que le dessin de nu était interdit, bien sûr, et dont il se lassera très vite. C'est alors qu'il va faire une rencontre qui va changer sa vie, parce que dans les anciens élèves de Saint-Luc, il y avait Eddie Pepp. On fera une fois une émission sur Eddie Pepp, c'est un dessinateur, beaucoup à dire sur lui. Alors, qui lui propose de travailler avec lui dans un atelier de dessin animé, dans lequel il va faire la connaissance de Maurice, le créateur de Lucky Luke, et de Peyo, le créateur des Schtroumpfs. Voilà. Alors, bon, le problème, c'est que ce studio-là, il est dirigé par un gars qui a été un peu collabo, donc le studio passe à la trappe à la fin de la guerre. Alors, suite au bouleversement de la guerre, le studio d'animation est contraint d'arrêter son activité et toute la fine équipe se présente chez Dupuis, qui cherchait des scénaristes pour dynamiser la production du journal Spirou, parce qu'il n'y avait qu'un seul dessinateur, c'était JG, qui se tapait à peu près toutes les bandes dessinées. Alors, donc, l'idée de Charles Dupuis, c'est de faire un studio, du premier studio de BD. Donc, c'est JG qui va installer tout le monde à Waterloo, Morne-Plaine, et ils vont commencer à bosser dans le studio de JG. Alors, dès 1946, Franquin reprend les aventures de Spirou. Bon, JG est obligé d'arrêter parce qu'il a plein de productions par ailleurs. Et la passation du flambeau, qui a lieu sur la 4e case de la 8e page de l'album Radar le robot, est presque indélaissable. En 1948, coup de théâtre, JG, qui vient d'écouter des informations, est convaincu que les Russes vont débarquer en Belgique et qu'il va y avoir une nouvelle la guerre. Alors il dit à tout le monde, on va émigrer aux États-Unis. Alors il part avec Maurice et puis Franquin pour s'installer aux États-Unis. Évidemment, ils n'ont pas fait les visas qu'il fallait faire, ils partent là-haut avec des visas de tourisme. Alors quand ils arrivent aux States, ils ne sont pas vraiment attendus, donc avec leur visa de tourisme, ils passent au Mexique. Voilà. Donc c'est au Mexique que les aventures de Spirou vont être dessinées par Franquin, mais il y a des problèmes de pognon, pour que le pognon arrive au Mexique en partant de la Belgique. Donc en fait, il se retrouve sans un rond là-haut. Voilà. Même pas un peso. Même pas un peso. Donc
ils vont réintégrer la Belgique, sauf Maurice, qui lui va rester aux États-Unis. On en parlera plus tard. Bon, il y a toute une affaire là-dessus. Bon. Alors, oui, où c'est que j'en suis même? Transactions, tourisme. Voilà, bon, oui. Donc, en fait, oui, ce qui va arriver, c'est que là, il va continuer à faire les aventures de Spirou, et en commençant à mettre des tas de personnages. C'est-à-dire que ça va vraiment devenir la baie de Franquin, notamment le plus connu, le Marsipulami, qui est, ou le village de Champignac. Enfin, il va mettre toute sa patte dans les aventures de Spirou. Et on considère que ces bandes dessinées du début des années 50 sont vraiment des modèles du genre dans la bande dessinée de mouvement. Vraiment, c'est... Franquin, c'est ça, c'est le mouvement, il fait des trucs. Mais ce qui se passe, c'est que Franquin est toujours en conflit avec l'éditeur Charles Dupuis. Ça n'a pas l'air d'être un rigolo. Donc, il y a rien que les histoires de Franquin et de son éditeur, ça pourrait faire l'objet de plusieurs émissions. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que Franquin ne s'entend pas avec Charles Dupuis. Il traverse la rue, il va aux éditions du Lombard, qui font le journal Tintin. Et chez Tintin, il va faire une série qui s'appelle Modeste et Pompon. Mais entre-temps, il se réconcilie avec Dupuis, donc il fait du Spirou chez Dupuis, plus du Modeste et Pompon chez Tintin. Donc ça commence vraiment à être dur. Et en plus, il a d'autres idées de faire des personnages. En 1957, il commence à dessiner des Gastons. Au début, c'est simplement un petit personnage qui court au fil des pages, il n'y a pas vraiment de cagne, et il va y avoir des séries au fur et à mesure. Mais là aussi, Dupuis, il n'est pas trop d'accord, parce que c'est pas un personnage qui valorise l'entrain, le dynamisme. Donc il y a d'énormes difficultés, mais malgré tout, un premier album pourra paraître en 1960. Bon. Voilà, en gros, le climat. Mais tout ça, toutes ces contraintes font que Franquin va tomber dans une dépression, mais vraiment sévère de chez sévère. Pendant un an, il ne peut pas dessiner. Et donc, il va reprendre petit à petit, en dessinant, il prendra juste Gaston. Mais il y a cette idée des idées noires qui le travaillent et qui va commencer à germer. Donc là, il va faire quelque chose qui est en totale rupture avec ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire qu'il va dessiner des bandes dessinées où ça meurt à chaque page. Voilà, voilà. Ça crève à chaque page. Oui, non. Et ça... Mais évidemment, ça paraît pas dans Spirou. Ça paraît dans un supplément qui s'appelle le trombone illustré. Et là, le Charles Dupuis, il les a comme ça parce que, en fait, quelles sont les cibles des idées noires? C'est les militaires, le capitalisme, les chasseurs, enfin tout ce qui est anti-écolo, enfin tout. Donc, c'est pas vraiment la ligne. Ça cadre pas avec les aventures de Bugdani qui sont à côté. Tu vois, c'est pas le genre. Donc Franquin, il va quitter Dupuis et il est copain avec Gottlieb. Gottlieb l'accueille à bras ouverts dans Fluide glacial, où là, on va pouvoir faire des albums, des idées noires, etc. Donc c'est vrai, ce que tu disais, c'est un dessin très particulier parce que on a l'impression que c'est des aplats de noir. Mais en fait, comme tu sais, c'est des coups de stylo bille ou de rotring, bien sûr, mais pour faire une œuvre comme ça, alors à rendre, je sais pas comment. En plus, il dessine pas dans des grands formats, Franquin. C'est un tiers de plus que ce qu'il dessine, alors que Gigi lui avait appris à dessiner des grands formats, des trucs comme ça. Donc voilà, donc si vous voulez avoir des idées pour vos cauchemars, donc vous pouvez acheter les idées noires. Alors il y a des séries qui ont été éditées chez Audi. Et bien sûr, cette réédition, mais c'est pas vraiment Non, ça c'est sur les origines. Mais sur les origines. Il y a une intégrale qui va ressortir aussi à la fin du mois sur les idées noires. Autrement, il y a 2 albums, de 80 et de 84, qui ont été publiés, ainsi qu'une intégrale en 2001. Voilà, bonne nuit, je suis allé au bout, je suis content. Moi, je mets au défi les gens, de lire les deux sans avoir la nausée à la fin, parce que des moments... Je l'ai fait. En écoutant la musique qu'on vient d'entendre, ça passe très bien. C'est rude des fois. On va passer à quelque chose d'un peu plus sombre. Enfin, légèrement, on va dire, quand même, avec le personnage de Dracula, Françoise, qui est un personnage très intéressant. Ah oui, comme a dit Charles, qu'est-ce qu'on rigole autour du son des bulles. La thématique du jour, c'est le deuil. Bonjour. Voilà, effectivement, il y a des ouvrages et des BD qui en parlent sérieusement et finement, comme l'a fait notre invité tout à l'heure. Mais alors moi, ce jour, j'ai choisi un deuil spécifique, c'est-à-dire le deuil improbable. Parce que si un deuil est toujours forcément difficile,
Oui, mais parfois, c'est aussi impossible. Que faire après la perte d'un enfant, par exemple, quand tant de ça se cumule avec de la violence et de l'inattendu? Il n'existe pas de hiérarchie dans le chagrin, certes, mais... mais quoi, c'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un deuil impossible, celui d'un prince des ténèbres, parfois roi de l'enfer, qui s'est transformé en monstre. Alors j'ai nommé non pas Lucifer, qui est un prince déchu, lui c'est pas pareil, mais Dracula, et plus spécifiquement le Dracula de 2 Italiens, de Marco Canavo au scénario et de Corrado Roy au dessin et à la couleur. 2 Italiens, donc. Bon, à la couleur, c'est gonflé, parce que si on peut appeler ça de la couleur, Corrado, il est italien, il est né en 58, donc il est un peu vieux déjà. Il a déjà fait des œuvres rigolotes, comme par exemple Frankenstein et les détectives du cauchemar. Donc c'est vraiment un individu qui baigne dans les idées noires, pourquoi pas. Alors avant de parler de l'histoire, c'est vraiment le dessin et sa couleur, ou plutôt sa non-couleur, qui m'ont vraiment fasciné. Tout est noir, même le blanc et gris, avec un style artistique qu'on baptise pour Léonard de Vinci le sfumato. C'est italien, effectivement. C'est une technique picturale qui donne au sujet des contours imprécis, parce que le décor, il est flou, voire quasiment inexistant. Alors, il existe la ligne claire pour les Belges, et là, je dirais, c'est une non-ligne sombre, même si Corrado dit peindre sans ligne, lui, effectivement. Il peint avec de la suie. On a l'impression qu'il y a de la suie. Tout est saupoudré de noir, comme de la fumée, et ça donne une sensation de brouillard angoissant, de ténèbres, de malaise, d'impression qu'il va se passer quelque chose de pas bon pour nous. Et pour les autres, d'ailleurs, dans la BD, effectivement. L'œuvre est surtout faite de visages, d'expressions, de gros plans sur les regards, quand les gens ont leurs 2 yeux, parce que c'est pas toujours évident. C'est toujours noir, avec des cicatrices, des scarifications, des rides symétriques mais profondes, des dents monstrueuses qui déchiquettent, le sang qui gicle. Il y a des loups, il y a des rats en meute. C'est vraiment très, très sombre. C'est vraiment très, très noir. Il y a des crimes, des décapitations, des morsures, des trahisons, de l'horreur. Enfin bref. Forcément. Voilà, Dracula, dans toute sa splendeur, c'est vraiment horrible. Mais pas dans de la suie, je le répète. C'est vraiment un style... tiens, je l'ai là, si jamais il y en a qui veulent le voir. Ou le regarder. Tiens, vas-y. Bien sûr. Je sens David intéressé. Voilà. Même les bruits et les cris qui sont dessinés de telle façon qu'on croirait les entendre. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Même la pagination, d'ailleurs, elle est incluse dans des petits vampires. La page 32 est dans un petit vampire tout en bas. Mais parce que, dans l'histoire quand même, c'est une histoire de vampire, du roi des vampires, donc de Dracula. Mais alors, pourquoi tant de haine, me direz-vous? Et puis, quel lien avec le deuil, effectivement? Alors, cette BD, elle part du roman du XXe siècle de Bram Stoker, qui a écrit le Dracula d'origine, qui s'était lui-même emparé d'un personnage historique du XVe siècle, Vlad III, dit l'Empaleur. C'est sympathique comme mot, qui venait du XVe siècle. Son surnom le raconte, je ne vous fais pas de détails. Voilà. Alors, ce Dracula, celui-là, naît... du Dracula d'origine, donc du roman, naît de nombreuses lectures, des films, des interprétations qui ont été faites aussi par la psychanalyse, les analystes, les bandes dessinées, mais avec toujours la même trame de fond, c'est-à-dire l'horreur et la violence. Celle-ci, effectivement, pourtant de bande dessinée, démarre calmement. C'est par Jonathan Hacker, qui est plutôt, comme on dit, qui vend des maisons... Un agent immobilier. Un agent immobilier, voilà, c'est ça. Qui se rend au château lugubre de Dracula, en Transylvanie. Transylvanie, c'est quand même un mot qui nous évoque des choses pas sympas, pour lui vendre un château en Angleterre. Bon, l'ambiance est glauque, quand même. Le personnage de Dracula qui l'accueille, il est énigmatique, il est livide. Enfin, c'est Dracula, quoi, mais pas vraiment joyeux. Pas joyeux du tout. C'est pas le genre d'hôte que tu voudrais, quoi, c'est dire. Ah non, il y a du potentiel dans le château, mais bon, voilà. Quoi. Voilà, le château, oui, c'est ça. Non, mais même repeint à la rigueur, mais là, pas joyeuse, quoi. Voilà. Et là, pendant l'entretien, il y a une photo de la fiancée de Jonathan qui tombe sur la table, et c'est le portrait craché de l'unique amour de Dracula, de son unique amour mortel, Lucie, et qui est décédée il y a 400 ans, très passé, dit-on, 400 ans plus tôt. Et c'est là, effectivement, qu'on apprend l'origine du mal, mais de la méchanceté, de l'abomination de Dracula. C'était un guerrier phénoménal, qui s'était battu comme un forcené contre les Turcs au nom de Dieu, quand il y a eu les invasions des Turcs sur l'Europe, pour le catholicisme. Et en rentrant chez lui pour trouver épouse et fils, il apprend que son fils est décédé. Alors là, il a une rage folle, une rage incommensurable qui s'empare de lui. Et au nom de son fils mort, il trouve que c'est pas juste. Je sais pas, je trouve pas les mots pertinents pour le dire. C'était un sanguin, Françoise. Oui, ça il était un peu agacé. Et contrariant, il est contrarié facilement, le garçon. Parce que qu'on lui a enlevé son fils, que Dieu lui a enlevé son fils alors qu'il s'est battu pour Dieu, alors là, il décide de disparaître et de se livrer au mal. Et là, il devient vraiment quelque chose de mauvais. Et alors, il n'arrête pas, il devient même le roi des vampires. Et alors, c'est quand même pas le meilleur processus de deuil qu'on puisse
développé. Je dirais bien ça comme ça. J'en parlerai avec notre invité après, effectivement. Alors la suite, c'est une bande dessinée. Il y a une histoire, effectivement, colère, trahison, avec cette copie d'épouse, Lucie. Et puis, d'ailleurs, c'est bien, en plus, c'est son ex-épouse qui n'est pas vraiment décédée. Donc là, voilà, effectivement. Donc tout tourne autour du deuil. Le traumatisme, effectivement, par rapport à son fils qui a disparu. C'est le deuil insurmontable, de toute façon. Le deuil improbable, perte d'un enfant. Son épouse décédée qu'il retrouve. La trahison sur le deuil qu'il avait fait. Et comment on surmonte ça. Et ensuite, il s'est quand même infligé lui-même l'éternité pour se venger. C'est pas facile de vivre pour toujours, qui dit effectivement comment faire le deuil de soi-même. Il n'y a même pas de deuil. C'est en ça que je dis que la psychanalyse s'emparait un petit peu de Dracula. Tout tourne autour de la mort, de la résurrection, des moyens d'y parvenir. À quel prix on y parvient? Dracula, il se nourrit de sang. Lucie, elle a trouvé d'autres moyens. Enfin bref, c'est pas très chrétien, on va dire ça, quand même. Je sais pas si on peut dire ça. Les personnages secondaires sont nombreux, ils sont sombres, ils sont beaux dans leur horreur, ils sont dans leur horreur, pas horaire, pardon. Ils sont paradoxaux, il n'y a pas un gramme de joie ou de plaisir dans cette BD. C'est tout noir et tout, c'est vraiment noir, c'est violent, c'est luxurieux. Quelques scènes dignes du divin marquis, mais assez soft quand même. Désolé Francine, ça recommence. Mais ils sont vraiment abominables. Non, à chaque fois, tu me tacles sur le fait que je suis dans de la BD érotique de temps à autre. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, l'écrivain. Tout est terrifiant, les crimes, les volte-face, des savants fous, parce qu'évidemment, il y a des savants fous. Alors, Corrado Roy, là, effectivement, il a sublimé cette histoire qui est effroyable et complexe de façon magistrale. Son dessin et sa couleur donnent une 4e dimension à l'œuvre imaginée par Canavo en 96 pages, avec en prime quelques pages derrière de texte sur le mythe de Dracula. Son vampire est triste, sombre, immortel, féroce, assoiffé de sang, mais vulnérable malgré tout, puisqu'il est obligé de se nourrir pour pas mourir. Tous ces aspects sont abordés dans le cadre de plusieurs deuils, impossibles à surmonter. Bref, c'est vraiment la trame du deuil impossible dans tous les sens. Quelle beauté, vraiment, voilà. Alors, pourtant, je vous donne un mode d'emploi. Pour reconnaître au quotidien un vampire, il est pâle, séducteur, terrifiant, suceur de sang. Il n'a pas de reflet dans le miroir. Et ça m'aurait arrangé certains matins dans ma salle de bain. Et si vous ne vous reconnaissez pas en vampire, offrez-vous cette BD. Et si vous y reconnaissez, enfin bref, si vous vous retrouvez là-dedans, offrez-vous aussi cette BD. En fait, c'est un dessinateur qui bosse 8 heures par jour, qui ne prend pas le soleil. Quoi. Enfin, c'est ça, quoi. Oui. Ah non, mais le dessin, il est fascinant de par le dessin, que moi j'ai adoré. Pas trop. Non, pas trop pâle. Non, ça va. Oui. Non, mais j'ai une grande fenêtre. Ah ben non, il meurt là, si jamais il va à la lumière. Un très beau Dracula aussi de Gess qui est paru aux éditions Delcourt, il me semble. Le sac Dracula, c'est un thème qui est utilisé, qui a au moins été travaillé par plein d'artistes. Il y a Breccia, il y a plein d'artistes qui ont bossé dessus. Herman en a fait un. Herman aussi, C'est vrai que c'est un thème assez récurrent. Il est un très beau personnage et on va finir par un très beau personnage aussi avec toi, David, puisqu'on va finir l'émission avec les comics et du coup la mort de Captain Marvel, c'est ça? Aïe, la mort de Captain Marvel. Alors, donc on dit souvent que les super-héros ne meurent jamais. Ce sont des immortels, c'est pas tout à fait juste. On se rappellera quand même la mort de Superman en 92, le deuil dans la famille avec la mort de Robin, Jason Todd en 88, assassiné par le terrible Joker, ou encore chez Marvel, la mort de Phoenix. Chez les X-Men, généralement, la mort de ces héros est utile, grandiose, héroïque, car c'est un sacrifice au dernier moment de la lucidité. Captain Marvel, dont je vais vous parler, lui ne meurt pas d'un combat épique, un sacrifice. Non, juste un tragique désespérant, une mort lente et douloureuse. Et oui, un super-héros peut mourir comme un simple mortel, dans un lit entouré de ses amis. Même les plus grands cerveaux, les magiciens sont impuissants face à cette maladie, le cancer. Donc on rejoint un petit peu cette superbe BD que vous nous avez livrée, chers auteurs. Le thème abordé de ce comics est juste, profond. La mort de Captain Marvel en 82 est une décision éditoriale, faute de relancer, on va dire, le titre qui ne fonctionne pas très bien. La mort de Captain Marvel est une graphic novel dessinée par Jim Starlin et au scénario également, et Steve Hollis à la couleur. Ce récit est un monument du comics. Alors je l'ai ramené pour montrer un petit peu. Captain Marvel est une création de Gene Colan et de Stan Lee au départ. C'est un pied de nez en fait fait face à leur ancien distributeur indépendant Independent News. Il y a eu quelques années avant le Captain Marvel Shazam, mais dont les droits sont tombés dans le domaine public. Et bien sûr, Stan Lee et Gene Colan se rapproprient le personnage en 67 et les deux compères créent le personnage de Mar-Vel, en 2 mots, dans le Marvel Comics super-héros numéro 12. La mort de Captain Marvel annonce clairement la couleur dans le titre. C'est un spoil. Une mort définitive, irrévocable, déconcertante. Jim Starlin, dans ce graphic novel, met un terme aux aventures du héros cosmique. On a droit à des mises en scène très très bien travaillées, passant du déni à l'acceptation de l'inéluctable.
Starling avait donné ses lettres de noblesse à ce personnage plusieurs années auparavant, au moins 4 ans, en faisant de lui un héros cosmique. N'oublions pas également Jill Kane ou Roy Thomas, qui ont bien sûr transformé en profondeur les premiers concepts de Stanley Gene Colan, donnant au personnage un look iconique, reconnaissant, bleu, rouge, jaune, une étoile cosmique, capable de voler, de détenteur des bracelets cosmiques, etc. Et encore un petit pied né, parce que le personnage, en frappant ses bracelets, pouvait se transformer en héros, en fait. Donc j'ai aussi ramené le personnage d'origine, le fameux... Oui, mais il y a plein de personnages comme ça dans les dessins animés de l'époque qui se transformaient en tapant leurs bracelets. Donc ça, c'est le Captain Marvel des origines. Un gamin qui s'appelle Billy Batson et qui se transforme en adulte super puissant, comme Superman. Mais je reviens un petit peu à Jim Starlin, qui avant d'écrire les derniers jours du héros, à l'occasion d'un combat contre le super vilain Nitro, Captain Marvel aura été contaminé par des gaz toxiques. Et bien des années plus tard, c'est un cancer qui le ronge, un mal implacable qui grandit en lui. Le lecteur est témoin de ces derniers jours d'un grand héros. Les anecdotes, et pas des moindres, Jim Starlin perd quelques mois avant son père d'un cancer. L'auteur nous confie une partie de sa vie, de son récit, avec une dignité et une certaine justesse. Captain Marvel, alors même qu'il est super-héros, symbole de puissance et d'invulnérabilité, est atteint d'un mal qui guette chacun d'entre nous, peut-être. Malheureusement, on sait qu'autour de cette table, les chiffres sont des fois assez cruels, mais quasiment 50% d'entre nous ici, on est probable d'avoir un cancer mais c'est terrible à dire. Mais c'est vraiment une bonne journée. Ah, mais c'est une bonne journée, je vous le dis, annonce. Si on l'a déjà fait, c'est bon, on est tranquille. Si on l'a déjà fait, on est peinard, mais je veux dire, c'est vrai que l'avenir n'est pas radieux vis-à-vis de ça, même ça, c'est la médecine qui en parle, c'est vrai que c'est un sujet qui est grave, mais... Oui. Il afflige ce héros du mal le plus injuste qui soit, le cancer, malgré la pudeur. On voit donc la tristesse, la colère, l'espoir trop vite balayé, le déclin d'un homme qui est rongé chaque jour un peu plus par la maladie. La mort de Captain Marvel est un récit dénué de tout caractère épique pour mieux nous montrer cette injustice qu'est cette saloperie de cancer qui va tuer Marvel. Marvel accepte son sort. C'est la réaction des autres qui est importante entre l'envie d'aider, le sentiment d'impuissance, l'injustice, la colère, et à la fin, il meurt seul. Jim Starlin nous livre bien sûr un récit d'un niveau assez incroyable. C'est très rare dans les comics d'avoir la mort d'un héros comme ça, quoi. Et qui meurt pour de vrai. Parce que souvent les héros ils meurent, mais ils reviennent tout le temps. Ce qui est gonflant d'ailleurs. Là, ce personnage, c'est la maladie, les émotions humaines, la mort, une chose incontournable pour chacun d'entre nous. Le ton de la BD est sobre. Son auteur est un ancien combattant de la guerre du Vietnam, Jim Starlin, comme beaucoup d'artistes du Golden Age, notamment comme Jack Kirby qui a fait la Seconde Guerre mondiale, et pour qui Jim Starlin avait beaucoup de respect. Et dans ce monde-là, ces hommes-là ont appris ce que c'est que d'être un héros, ce que c'est que être un monstre, et que la vie peut être injuste. Le cancer ne se contente pas de tuer, il brise, il humilie, il avilit. Un mal qui, lorsqu'il entre dans votre foyer, tente de tout emporter avec lui. On voit les compagnons d'armes de Captain Marvel, ses amis, sa femme, l'entourer, l'accompagner avec colère contre la maladie, mais surtout beaucoup d'amour. Et plus la fin approche, excusez-moi, c'est émotion, plus Jim Starlin donne de l'importance aux dernières paroles, ceux dont on se souviendra toujours et qui résonneront en nous. Très beau. Merci David. Merci beaucoup David. Une belle fin d'émission. Alors oui, c'était forcément un peu triste, mais on se rattrapera le mois prochain puisqu'on va parler un peu plus de Noël. Donc ça va, un peu plus de gens. Mais en tout cas, il fallait en parler. Et merci aussi bien sûr à nos deux invités, donc Régis Hector et Marc-Antoine de Roubaix, d'être venus nous parler de votre BD Vivre, comment faire face au deuil aux éditions Duno. Surtout, on invite les auditeurs à aller lire cette BD qui est vraiment vraiment bien. Et on se retrouve le mois prochain. Merci à tous. Allez. Merci Joris. Au revoir. Merci à vous. RCN, www.rcn-radio.org